Bonsoir mesdames et messieurs, ou bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Kivu Nabiso, on sera toujours là, autant que faire se pourra, pour garder ce lien entre les populations sous occupation de la brigade avancée du Rwanda que l'on appelle AFC M23. Cette fois, nous allons parler de l'éducation. Qu'est-ce qu'elle devient dans cette partie sous occupation? Au cours de cette émission, vous allez en avoir plus des détails, et pour ce faire, nous avons sur ce plateau le professeur Kitaganya. Il est professeur à l'université de Goma. Bonsoir professeur. Bonsoir messieurs les journalistes. Nous avons aussi, cette fois c'est à ma droite, Johnson Ishara. Bonsoir Johnson. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux compagnons de débat. Merci et habitué à Kivu Nabiso, Nikez Kibelbel est avec nous. Bonsoir Nikez. Bonsoir Eddy et bonsoir à mes deux compatriotes et co-débatteurs. Voici donc, comme cette émission commence, et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, une chronique contextualise ce que nous allons dire autour de ce plateau, et tout de suite la réalisation pour cette chronique sur l'état de l'éducation à ce moment dans les zones occupées. Cela, c'est notre génération future. La gratuité de l'éducation en péril dans les zones occupées par l'AFC M23. Les conflits armés dans l'est de la RDC a bouleversé les rêves d'une éducation gratuite et pour tous. Dans les zones passées sous contrôle de la brigade avancée du Rwanda au Congo AFC M23, les parents payent aujourd'hui les prix les plus forts. Au lendemain de son accession au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, une promesse constitutionnelle longtemps attendue, une réforme saluée à travers les pays et dans le monde. Les enfants reviennent à l'école, les classes se remplissent et les sourires reviennent. Mais cette réussite inattendue révèle un autre défi, les manques criants d'infrastructures scolaires pour faire face à cette vertigineuse augmentation du taux de scolarité. Pour y répondre, le gouvernement lance les programmes de développement local des 145 territoires, entendez les PLD-145T, un vaste chantier des infrastructures dont les écoles, les centres de santé et les routes, destinés à améliorer les conditions de vie des populations et rapprocher l'État de ses citoyens. Pourtant, en novembre 2021, la résurgence de la rébellion M23 va tout bouleverser. Sous le bruit des bottes, des localités entières basculent. Les chantiers du PLD-145T s'arrêtent, ralentis et d'autres achevés. Judith Suminwa-Tuluka, alors ministre du Plan, aujourd'hui chef du gouvernement, se rendra à Saké dans les Massissi pour inaugurer quelques travaux déjà achevés avec une ferme conviction de poser les jalons pour les jeunes enfants à venir de la nation. Ce programme, le programme de développement local des 145 territoires, est né de la vision du chef de l'État, Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends d'ailleurs un vibrant hommage, de vouloir assurer que le développement ne soit pas juste une question des villes, de la capitale de Kinshasa, mais que le développement commence à la base. C'est notre génération future. Et c'est pour eux que nous sommes aujourd'hui. Et vous tous, Wababa, Wamama, si vous n'encadrez pas ces enfants, si le gouvernement n'encadre pas ces enfants, la RDC demain ne sera nulle part. Nous voulons une RDC forte. Mais la progression de l'AFC M23, brigade avancée du Rwanda sur les sols congolais, va étouffer peu à peu les systèmes éducatifs. Des écoles détruites, pillées systématiquement et d'autres transformées en lieux de retranchement, des salles de classe vides, des enfants fouillant les combats errant ainsi d'un camp des déplacés à l'autre. Malgré la guerre, le gouvernement congolais poursuit ses devoirs aux côtés des populations
Et c'est le cas notamment d'organisation des épreuves de fin de cycle. Les élèves finalistes des zones occupées sont exemptés de tout paiement des frais de participation aux exétats. Les enseignants mécanisés restent payés, tout comme d'autres fonctionnaires de l'État dans d'autres secteurs. Un geste salué par la société civile du Nord Kivu. En tout cas, le gouvernement national n'a pas oublié la population de l'Est. Tout ce que aujourd'hui la population de l'Est est en train de faire, c'est avec le concours du gouvernement. Même sous occupation, le gouvernement central est en train d'intervenir dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, et même sur le plan financier. Le gouvernement central continue toujours à intervenir avec la gratuité. Même certains agents qui ne travaillent plus, mais perçoivent toujours leur salaire. Je crois que c'est une grande solidarité. Et vous vous sentez ici à Kinshasa et dans d'autres provinces, chaque jour, ce sont des manifestations pour dénoncer la situation que traversent les populations de l'Est qui sont sous le joug du Rwanda avec ses alliés du M23. Mais pendant que les gouvernements tentent d'alléger la souffrance des parents, la brigade avancée du Rwanda impose sa propre loi dans les zones qu'elle contrôle. L'AFC M23 exige les paiements des frais scolaires, une pratique que Kinshasa dénonce et qualifie d'arnaque ou des occupants illégaux. Les autorités provinciales doivent faire le travail pour empêcher qu'il y ait justement des détournements de la gratuité. On doit respecter strictement les directives qui sont données par le niveau national et qui ont été rappelées plusieurs fois. C'est des parents qui sont dans cet état, au-delà de la gouvernance par crime, de toutes les libertés qui sont restreintes, à qui on veut imposer une corvée de plus. Dans le sud du Nord Kivu, près d'un tiers des écoles ont fermé dans les milieux ruraux et zones d'intense et continuent le combat. Des milliers d'enfants sont exclus de l'éducation. Une génération entière sacrifiée par la guerre d'agression, un génocide silencieux de l'avenir de toute une nation. Et pendant que les combats continuent, le gouvernement promet de rester aux côtés de sa population martyrisée par la guerre d'agression jusqu'au rétablissement d'une paix durable afin d'amorcer la reconstruction de la région. Voilà donc cette chronique explique plus ou moins ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais professeur, un élément important, on dit que dans l'arrière-pays, c'est-à-dire autour de Rutshuru, tous les villages, pratiquement 75% d'enfants ont abandonné l'école parce que zone d'intense combat. Voilà, je pense que c'est un constat qui est réel. Et je dois avouer, messieurs les journalistes, que d'entrée de jeu, c'est très difficile, presque impossible de parler de l'éducation dans des zones occupées, dans des zones où les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité se font chaque jour. Cependant, comme c'est le sujet de cet après-midi, nous sommes obligés de dire quelque chose sans prétendre vraiment être à la hauteur, dans la mesure où le concept éducation en soi, il est très complexe. Moi qui vous parle, je suis originaire de ce territoire de Rutshuru. Et ça fait déjà une trentaine d'années que les atrocités sévissent dans cette partie est et de façon récurrente. Comment parler de l'éducation, par exemple, à Rutshuru? Je dois, en passant, saluer jusqu'aujourd'hui les efforts du gouvernement, les efforts des uns et des autres, parce qu'il y a quand même lieu de constater que certains se donnent corps et âme, même si nos attentes sont encore très grandes, mais vraiment l'éducation à Rutshuru, l'éducation à Nyiragongo, à Massissi et j'en passe, c'est très compliqué. Pourquoi? Voyez-vous, quand il y a crépitement de balles, pendant que les enfants sont même à l'école, ils sont obligés de fuir. Et parfois, les parents pleurent, parce que certains reviennent à la maison, d'autres, vous pouvez même faire 1 mois, 2 mois, sans avoir de leurs nouvelles.
Alors, un enfant qui fuit de manière récurrente, pensez-vous que vraiment c'est opportun de parler de son éducation? Néanmoins, je dois avouer que si le système éducatif ne fait que dégringoler dans notre pays, c'est entre autres à cause de toutes ces guerres à répétition. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut avoir un certificat d'études primaires, on peut avoir un diplôme d'État, on peut avoir une licence et une maîtrise, et j'en passe. Mais l'éducation, pendant une période de guerre, je comprends même pourquoi souvent certains diplômés sont caractérisés par une certaine impolitesse, parce qu'ils ont grandi dans un climat où les valeurs ont cédé la place aux anti-valeurs. Aujourd'hui, il y a de ces étudiants, par exemple à l'université où j'interviens, il y a quelques étudiants qui se retrouveraient dans des auditoires par moment. Et par moment, ils sont au front. Comment concilier l'éducation d'un étudiant au front et dans l'auditoire? C'est un peu vraiment complexe. Néanmoins, je dois en même temps reconnaître certains grands penseurs, certains pédagogues et même didacticiens qui, selon eux, si vous voulez vraiment tuer une nation, commencez à tuer l'éducation. Professeur, je vous garde encore, on va revenir à vous. Il faut tuer l'éducation. Je pose la question à Johnson Ishara. En plus de ces difficultés évoquées par le professeur, crépitement des balles, les enfants fuient l'école, difficile de parler éducation dans ce contexte-là. On ajoute à cela l'obligation de payer les minervales alors que constitutionnellement, la gratuité avait été lancée par le président de la République sur l'ensemble du territoire national. Oui, je pense que dans toute honnêteté, il faut reconnaître que la guerre ravage tout sur son passage. Donc, déjà qu'il y a la guerre, il faut s'attendre, bien entendu, à des situations exceptionnelles. Et des situations exceptionnelles, c'est du genre, ce que vous venez de dire. Il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises dans ces zones-là au détriment de la population, tout simplement parce que c'est cette guerre qui a secoué et qui a bougé toutes les lignes. Mais il y avait un aspect très important sur lequel le professeur est revenu, que je voulais rebondir. Vous savez, monsieur le journaliste, moi je suis parmi les plus tristes sur ces plateaux, parce que je me rappelle que j'avais fui la guerre. Avec mes parents, j'étais élève. J'étais en 2e primaire. Et je fuis la guerre de Goma à pied. Nous avons fait plus de 300 km. Et les 300 km, nous les avons parcourus pendant une semaine. Je vis de mon jeune âge à l'école primaire, 2e. Vous imaginez à quoi j'ai ressemblé. J'ai vu de grandes personnes tomber à côté de moi et des gouttes de sang tomber sur moi. J'ai été sauvé de justesse parce que j'étais de courte taille. Et tout ce que nous avons eu à mener comme engagement, comme combat, défendre les droits humains, la protection des enfants, l'imaginaire au fond de nous était de penser qu'on ne vivra plus ce genre de situations. Parce que nous les avons vécues. La première conséquence, c'est que nous avons été sérieusement traumatisés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons maintenant des enfants, qu'on les veuille ou pas, nous avons traumatisé ces enfants-là. Et conséquence, c'est que c'est facile maintenant de trouver des cadavres partout. Vous avez vu pendant les 5 jours que Goma était sous le feu. À un moment, ce sont même des enfants qui commençaient à ramasser des cadavres dans des charrettes. Et on a traumatisé ces enfants-là. Le prof a parlé des scientifiques. Je vais parler de ces philosophes allemands, Emmanuel Kant, qui avait dit que l'homme n'est rien d'autre que ce que l'éducation fait de lui. Voilà maintenant l'éducation et quels résultats nous aurons de ces enfants traumatisés et qui ne suivent pas le parcours normal. Et puis, il faut reconnaître que la zone Est, j'ai l'impression, et je suis convaincu sur cette impression-là, qu'il y a tout un plan imaginé, je ne sais pas où, de vouloir détruire toute
un avenir d'une population de l'Est. Je veux vous dire, quand vous partez à Walikale, un territoire que je visitais pendant plusieurs années, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants ont abandonné les classes. Ils sont dans les carrières minières. Et les enseignants eux-mêmes ne sont même pas dans les salles des classes. Vous quittez Walikale, vous allez dans le Grand Nord. Vous parlez cette histoire des ADEF. Vous savez combien d'habitants ont quitté leur village pour chercher de l'abri sans savoir comment leurs enfants vont étudier. Vous quittez le Grand Nord, vous descendez sur Rutshuru. Là, c'est une catastrophe. Ça fait déjà 3 ans, jour pour jour, que la guerre a commencé à ravager ces territoires. Et les familles entières ont fui leur village et les enfants ont eu du mal à poursuivre les cours normaux. Et aujourd'hui, on ne sait même pas quel est l'état des liés. Quand vous descendez sur Massissi, où on a eu des multiplicités de groupes armés à un certain moment, même avant qu'il y ait avènement de ces rebelles aujourd'hui, c'était un territoire qui est également déstabilisé du nord jusqu'au sud. Maintenant, vous revenez dans la ville de Goma où il y a eu ces incidents. Vous partez à Bukavu sur le tronçon Goma-Bukavu. Vous atterrissez sur le territoire de Calais où il y a des écoles pendant des hostilités qui ont été ravagées par des bombes. Et là, je parle par exemple de l'Institut Munanira, l'Institut Rouaraga, le centre des Youssi. Il y a eu des écoles où des toits n'existaient plus. En réalité, dans une situation normale, le gouvernement devrait intervenir pour la reconstruction. Mais qui va les faire? C'est pas cet ennemi qui va les faire. Mais non, dans la ville de Goma, il y a des écoles qui ont été sabotées et la manière dont ce sabotage a été planifié, même quand les autorités de ces écoles m'ont rapporté, je me suis dit, il n'y a rien pour rien dans ce genre de sabotage. Imaginez une école, par exemple, qui était une école de référence à Goma, école du cinquantenaire, ou même ceux qui sont partis saboter des laboratoires chimiques des enfants. Ils ont même laissé des matières fécales dedans. Ils ont saboté, donc tout, saccagé tout, jusqu'à ce que, mais non, même quand les enfants doivent répondre, on ne sait pas par où commencer. Donc, moi, je pense que il faudrait qu'on arrive d'abord à démystifier ces plans et à savoir que, comme j'ai l'habitude de le dire, comme le professeur, le plus grand philosophe congolais que moi j'ai l'habitude de dire, Godefroy Kamana paix à son âme, lui qui nous rappelait chaque fois que quand on ne va pas comprendre dans notre imaginaire collectif au Congo que c'est à l'est que le soleil s'élève et qu'il faut tout faire pour que quand le soleil s'élève, que ce soleil arrive à éclairer tout le Congo en entier. C'est-à-dire que notre pensée, en état à Kinshasa, en état au Congo central, si on veut stabiliser le Congo, notre pensée devrait être à l'est. Mais si cela n'est pas fait, le pays sera déstabilisé dans tous ces secteurs tout le jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation. Je suis très triste. Je parlais avec certaines autorités scolaires. Il y a un constat qui est fait. D'abord, le premier, c'est que dans beaucoup d'écoles à Goma, dans beaucoup d'écoles dans les territoires, on a enregistré un nombre très très réduit des élèves qui sont rentrés à l'école. D'abord parce que, ce que l'économie est par terre. Au-delà de la fermeture de banques, il y a la question où il y a un pillage systématique dans la ville de Goma. Et les parents n'arrivent plus à survivre. Il y a cette question-là où on exige qu'il y ait de paiement de Minerval, de paiements qui n'existaient plus. Parce que vous devez savoir que ces gens-là qui n'ont plus de moyens de survie, ils doivent chercher des taxes par force et arriver à mobiliser des recettes pour leur survie. Et maintenant, les parents qui se retrouvent dans une incapacité d'abord de faire nourrir ses enfants, ils se trouvent dans une incapacité de trouver des fournitures scolaires pour ses enfants. Comment encore ils vont trouver tout cet argent que les ennemis ont imposé à chaque enfant de payer? Donc le problème, il est très profond et il ne faudrait pas l'aborder avec de légèreté, sinon on ne sera pas en train de les résoudre. Très bien, donc il faut les résoudre. Pour les résoudre, il faut bien connaître le problème, ses origines et essayer de comprendre le mindset de ceux qui l'ont mis en place. Nikes Kibelbel, quand on prend la réponse du professeur, on prend la réponse de Johnson, on comprend justement que le plan est bien élaboré. Et ajoute cela, on a vu dans la chronique la première ministre, alors ministre de Plan, qui inaugurait des écoles à Saké, des nouvelles écoles.
Donc, dans un plan de développement qui est mis en place, de développement de territoire, de 145 territoires, le stopper avec le début de cette guerre, c'est en fait participer à ce dont on vient de parler. Une idée savamment préparée pour détruire l'éducation en République démocratique du Congo et particulièrement dans l'est du pays. Oui, Eddy, effectivement. Le plan, il est élaboré, il est préparé. D'une part, nous avons la destruction voulue, destruction méchante, même si le terme méchant n'est plus méchant. Et d'autre part, nous avons le stress que vivent les populations. Ça fait 30 ans. L'agresseur, quand il arrive, il s'attaque d'abord au système éducatif. C'est-à-dire qu'il s'attaque à tout ce qui est intellectuel, à tout ce qui est idée, tout ce qui peut réfléchir. Et en s'attaquant au système éducatif, d'abord, les vies humaines, les enseignants, les élèves qui sont recrutés aussi. Parce qu'on recrute aussi des mineurs. Donc, on en fait des exilés des bancs de l'école. Après avoir recruté, il y a la destruction. Des bombes qui tombent sur des écoles. Des bombes qui tombent sur les élèves. Parce que lorsque la guerre éclate, le professeur l'a dit, les élèves sont au cours. La guerre n'éclate pas la nuit. La journée, les élèves sont au cours. Il y a ceux qui en fouillant, se perdent. Ceux qui, en fouillant, tombent, meurent. Et tous ces traumatismes, c'est ce que vivent et c'est ce qu'il a décrit pendant 30 ans. On se pose bien des questions, nous sommes tous malades. Mais nous l'avons répété, c'est un plan savamment préparé. Savamment préparé. Au fait, la solution, c'est que tout le monde puisse fuir, laisser les terrains vides et que ces terrains soient occupés. Mais le problème, il est entier et il procède de la destruction. Parce que, d'une part, vous avez des élèves qui sont détachés de leur famille. Mais non seulement détachés de leur famille, mais qui sont recrutés. Il suffit d'avoir une petite barbe, d'être un peu élancé, d'avoir des muscles, on vous prend. C'est comme ça que nous avons vu ces images il y a quelques mois, des enfants qui ont été surpris ou qui ont appris qu'il y avait des recruteurs du M23 qui venaient et que certains ont sauté par les fenêtres quittant l'école de façon brusque parce qu'ils ont ouï dire qu'il y avait des recruteurs du M23 qui venaient. Mais c'est tout ça, c'est un drame humain. Malheureusement, ça se passe au vu et au su de tout le monde, de la communauté internationale. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Mais c'est cet avenir-là. Il dit, le professeur Kaman disait que le soleil se lève à l'est. Mais on détruit l'est pour qu'il n'y ait pas de soleil, qu'il n'y ait pas de lumière. So, faites ça le vrai problème. Qui va témoigner si l'éducation est en mode? Les images ont montré ici la première ministre, alors ministre des Plans, en train d'inaugurer le programme des 145 territoires. Mais il faut empêcher cela. Et pour empêcher, il faut la guerre. Et pour empêcher, il faut saboter ce qu'on a déjà construit. L'école du cinquantenaire, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est une école technique moderne qu'on ne trouve pas, il n'y en a pas 5 sur l'étendue de la République démocratique du Congo, avec des laboratoires modernes. Mais un samedi, les élèves quittent l'école, mais quand ils reviennent, il n'y a plus rien. Tout a été... Le terme, c'est, comme je dis, c'est saboter, pas détruire, mais saboter. Et ceux qui mènent ce sabotage disent qu'ils sont venus libérer. Ah, mais ça fait 30 ans qu'ils nous libèrent. Mais on ne libère pas un peuple en tuant la jeunesse. On ne libère pas un peuple en sacrifiant les instruments même de l'éducation. C'est ça le vrai problème, c'est ça le paradoxe. Et qui doit appeler même l'UNESCO, parce que c'est au fait la jeunesse, c'est au fait l'éducation. Mais même ceux qui sont retournés à l'école, d'abord il y a eu baisse des effectifs, mais ceux qui sont retournés, ceux qui ont vu leurs voisins mourir, ils sont dans quel état psychologique? Mais on l'a souligné ici, ajouter aujourd'hui des taxes sur les élèves, des taxes que les écoles payent. Vous avez souligné un fait de la gratuité, ça n'existait plus là-bas. Alors comment un libérateur peut arriver
il casse la gratuité qui permettait à ce qu'il y ait le plus d'élèves à lutter contre l'analphabétisme. Quand il détruit la gratuité, quand il réinsère, il réinvente les systèmes pratiquement des taxes sur les élèves. Nous allons revenir sur ce système de taxes. Nous allons d'abord suivre ce que pense le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, avait tout récemment reçu la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Et sur ces questions, comment on continue à gérer l'espace sous contrôle de la brigade avancée du Rwanda qu'on appelle l'AFCM 23, la ministre d'État en charge de l'éducation avait donné des réponses que nous allons suivre. Je tiens à rappeler qu'il y a des directives que j'ai signées, que j'ai rappelées encore à l'ensemble des provinces, qui dit bien quels sont le type de frais qui peuvent être demandés et ce qui ne peuvent pas l'être. Et donc ici, toutes les autorités provinciales doivent faire le travail pour empêcher qu'il y ait justement des détournements de la gratuité. On doit respecter strictement les directives qui sont données par le niveau national et qui ont été rappelées plusieurs fois. Vous savez, ici, fin août, nous avons eu la revue annuelle de performance du ministère où il y avait justement tous les ministres provinciaux de l'éducation. On avait tous les brevets, tous les IPP qui étaient là. Et donc, c'était l'occasion également de rappeler cela. Donc ici, je réinsiste bien, les directives qui sont définies par le ministère au niveau national et qui sont envoyées à toutes les provinces doivent être appliquées strictement. Alors, je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux ce dont vous avez parlé par rapport à l'allocation des salaires et des primes. Sachez que le ministère veille toujours à ce que les salaires et les primes des enseignants soient payés, qu'ils soient payés à temps. Nous savons que nous avons qui peut avoir des difficultés avec quelques agents payeurs sur lesquels nous travaillons et lorsque nous découvrons une activité, nous agissons. Mais côté gouvernement, le gouvernement ne fait pas de distinction, il respecte strictement ce qui a été défini, donc il paye les salaires et il paye les primes sans déroger à cette règle. Cela dit, il y a quand même un élément important, c'est qu'il faut savoir, c'est que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine une mission de nettoyage du fichier de paye. Ce qui va donc permettre d'avoir une meilleure rationalisation des ressources au sein du ministère, notamment d'identifier les fictifs, autant pour ce qui est d'enseignants et des écoles, de manière à récupérer des ressources pour assurer le paiement, notamment des enseignants qui sont actuellement non payés. Donc je veux ici réaffirmer et confirmer l'engagement du gouvernement de payer, en l'occurrence, tous les enseignants, de toujours payer les primes. S'il y a une difficulté lorsqu'elle nous est rapportée, nous apportons les solutions lorsque c'est nécessaire. Et en plus, on va faire une meilleure gestion de nos ressources de manière à récupérer de l'argent et pouvoir payer nos enseignants qui sont actuellement non payés et identifier ceux qui sont nouvelles unités. Merci. Alors, il y avait, Madame la ministre, c'était une question qui revient souvent. Comment sont pris en charge les enseignants qui sont dans les provinces occupées ? Alors, ce qu'il y a, c'est que le ministère, en fait, il faut savoir que ceux qui payent, ce sont des agents payeurs. Donc le ministère, le gouvernement libère les ressources auprès des différents agents payeurs, qui sont les banques, et puis les banques et ces différents agents payeurs organisent le paiement. Pour les zones qui sont occupées, il faut savoir que l'on met beaucoup l'accent sur le paiement en ligne, via mobile. Et donc, comme on dit, il faut savoir profiter d'une bonne crise. L'avantage, c'est que ça permet justement une plus grande digitalisation et de pouvoir assurer un paiement mobile de nos enseignants, ce qui est mieux. Parce que du coup, ça évite qu'il y ait des personnes qui prennent de l'argent entre la transaction, et ça, on veut absolument éviter. Donc, on veut que l'enseignant identifié reçoive directement son argent sur son compte mobile, et comme ça, il sait s'organiser. C'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on fait, et c'est ce qu'on va généraliser au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire. Donc, le paiement par la banque et le paiement en ligne, c'est la meilleure solution on parle des zones occupées, mais des zones rurales, des zones difficiles, il y a des zones difficiles d'accès, des zones où il n'y a pas de banque, mais par contre où on a le réseau mobile. Donc c'est vers ça que nous allons. On veut vraiment s'assurer, la règle et l'administration, je leur dis à chaque fois, assurez-vous que l'enseignant reçoit ce qu'on lui doit, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il n'y ait pas de faux frais qui soient retirés. Il faut que l'enseignant reçoive exactement ce qui lui est dû, qu'il le reçoive le plus rapidement possible, parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'un enseignant perde du temps parce qu'il doit aller toucher son salaire, perde du temps parce qu'il est frustré le fait de ne pas avoir reçu son argent. Et ça, la solution, c'est la digitalisation, c'est le paiement en ligne, quoi. Donc on va aller vers une généralisation au fur et à mesure de ce système.
C'est clair qu'ici, il faut casser, Madame la ministre d'État, justement, cette campagne mensongère qui veut faire croire que les professeurs ou les enseignants qui sont dans les provinces sous occupation sont délaissés, entre guillemets, par le gouvernement. Et pourtant, je le rappelle, que chaque fois, et tous les vendredis en Conseil de ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, les premiers sujets que nous abordons, c'est la situation dans les provinces sous occupation. Et donc, nous traitons les sujets qui relèvent de ces provinces avec la sensibilité et l'urgence qu'il faut. Parce que nous savons, et la ministre d'État le disait tout à l'heure, que comment voulez-vous demander aux parents qui ont été traumatisés. N'oubliez pas, Madame la ministre d'État, que nous avions fait avec vous plus ou moins les bilans des nombres d'écoles qui ont été affectées, 2599, qui concernaient plus d'1 million d'enfants. N'oubliez pas qu'il y a eu des recrutements forcés des enfants, des élèves, que des parents étaient déjà dans un état de panique pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est des parents qui sont dans cet état, au-delà de la gouvernance par crime, de toutes les libertés qui sont restreintes, à qui on veut imposer une corvée de plus. Lorsque nous, il y a quelques mois, pendant les préparatifs des examens d'État, on s'est assuré encore une fois d'alléger la tâche qui est la leur. Donc, il faut faire attention à cette manipulation parce que nous savons tous comment fonctionne la coalition meurtrière avec cette industrie du mensonge. Mais vous avez compris que le mensonge ne remplacera jamais la vérité et c'est celle qui a été dite ce soir par la ministre d'État. Cette fois, je commence par vous, Nikez Kibelbel. La ministre d'État a dit tout à l'heure que l'effort est de faire en sorte que l'argent parvienne directement à l'enseignant pour éviter des faux frais qui réduiraient ou qui entameraient les salaires de l'enseignant. Mais il semble que dans la partie sous occupation, les enseignants ne sont pas libérés de cette emprise. Est-ce que l'argent qui leur parvient n'est pas soumis à des taxes indues? Effectivement, c'est parce qu'ils savent que le gouvernement central paie les enseignants qu'ils ont effectivement ils ont essayé d'être plus vigilants dans les opérations de retrait d'argent. Ils contrôlent les cambistes. La preuve, lorsque le gouvernement central, la Banque centrale a arrêté les taux de dollars à 10 dollars pour 23 000 francs congolais, ceux qui ont appliqué ça à Goma, ils ont été arrêtés, chicotés. Parce qu'ils veulent que le dollar soit à 30-33. Donc c'est un problème réel. La ministre d'État parle même de la gratuité. Mais il y a des écoles, il y a la taxe de 17% pour les écoles catholiques de Goma. Sur chaque élève, la rébellion retient 17% de ce qu'il paye et la coordination diocésaine verse et il passe récupérer l'argent à la coordination. Ça, c'est pour les écoles catholiques. Et ça va de même pour Mutatis Mutandis, pour toutes les autres écoles. Donc, effectivement, comme ils savent que Kinshasa envoie l'argent, et ils ont pris des mesures draconiennes pour retirer. Ceux qui vont à Gisenyi pour retirer l'argent dans leur carte bancaire, la banque de Kigali a institué un guichet là-bas. Vous retirez l'argent. Il y a d'abord les transferts des banques congolaises, des banques commerciales congolaises à la banque de Kigali, et on vous donne l'argent en francs rwandais. Or, vous devez traverser à Goma avec le dollar ou les francs congolais. Vous réchangez, c'est-à-dire qu'un enseignant qui veut retirer 100 dollars, en réalité, il retire 60 dollars. Parce que tout calcul fait, il retourne à Goma avec 60 dollars en francs congolais. Donc, il y a des mesures restrictives, coercitives, pour que, effectivement, l'enseignant ne puisse pas réfléchir, ne puisse pas souffler. Et il faut dire, un enseignant qui est traumatisé, nous revenons encore sur le mot traumatisme, le stress. Comment il peut se tenir debout aisément devant les élèves, les écoliers et même devant les étudiants? Il en est de même pour les élèves, pour les parents. C'est une situation très complexe et difficile. Johnson Ishara, comment pensez-vous qu'il faudrait résoudre la problématique? Vous étiez en deuxième primaire, vous aviez fait le pied, à vos risques et périls. Aujourd'hui, vous êtes un homme.
il y a des enfants de deuxième primaire qui font le même parcours. Les écoles sont malheureusement détruites pour certaines. Les enfants recrutés dans l'armée. De ton point de vue, comment penses-tu que la solution puisse être trouvée pour ne serait-ce que sécuriser l'infrastructure scolaire? Je pense que à court terme, à moyen terme et à long terme, il y a des approches qu'il faut adopter. Et moi, je pense que le plus grand travail et l'approche la plus urgente d'abord, c'est d'imaginer que toutes ces zones soient libérées. Et moi, je pense que ça serait ça l'idéal. On met en place ces mécanismes qui va permettre à ce que toutes ces zones soient totalement libérées et contrôlées par les forces gouvernementales. Deuxièmement, monsieur le journaliste, vous pouvez vous imaginer, c'est vrai, on a parlé ici de l'éducation, on a parlé de la prise en charge des enseignants. Moi, je pense, nous avons milité pendant plusieurs années. Nous avons démontré, même à ceux qui sont engagés dans les systèmes éducatifs, que autant notre pays a connu une histoire glorieuse, a connu également une histoire dont il faut rappeler tous les jours à nos enfants, parce qu'il n'y a pas un peuple sans histoire. Mais l'urgence aujourd'hui, après avoir libéré toutes ces zones et que le pays soit unifié, moi je pense vraiment, je l'ai dit à la RTNC, je sais que je serai écouté. Il faut qu'on convoque un État, les États généraux des historiens de ce pays, pour que l'histoire, les programmes qui est proposé à nos enfants, surtout dans le cours d'histoire, surtout dans le cours d'SM, pour moi ce sont les deux cours qui forment le citoyen d'abord pour qu'il s'identifie en tant qu'individu. Qui sommes-nous exactement? Les Congolais nombreux ne sont pas à mesure de vous le dire. Chacun va raconter peut-être l'histoire de sa colline. Mais pour une nation qui a une histoire pareille, il faut vraiment qu'on arrive à s'identifier. Et pour moi, je trouve absurde, vous allez me permettre ce mot-là, qu'aujourd'hui, on continue à apprendre à nos enfants l'histoire des Mérovingiens. Et pourtant, nous avons Carolingiens et les Capétiens. Et pourtant, nous avons une histoire de nos empires. Oui. Nous avons une histoire de la succession des événements à l'est du pays. Et parfois, qu'on ne comprend pas. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que hier, ceux qui ont tué, ils sont gratifiés. Ils vous viennent avec des discours comme si ce sont eux maintenant les solutions aux problèmes que vous connaissez. Et pourtant, hier, dans l'histoire du Congo, ils ont été parmi ceux qui ont causé du tort à la République. Pourquoi on ne fait pas donner la vraie histoire à ces enfants? Si on arrive d'abord à nous proposer une bonne histoire dans les secteurs de l'éducation, on arrive à proposer à nos enfants un bon cours d'éducation civique et morale. Allez voir ce que les enfants apprennent. Dans l'ESM, même le petit cahier là de 32 pages, toute une année, il n'y a rien dedans. Vous allez voir, même arriver à la 8e page, c'est un problème. Ça veut dire, on veut nous dire que nous n'avons pas de notions pour construire les valeurs éthiques des enfants. Et voilà, conséquence que, moi je ne suis pas étonné qu'on nous vienne chaque fois pour nous raconter autant de détournements, autant de problèmes que nous avons. Je pense qu'il faut travailler sur ça. Alors, troisièmement, il est urgent également de sécuriser ces enfants-là. Franchement, je pense que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la Convention relative aux droits des enfants, que ce soit la Constitution de notre pays, tous ces instruments juridiques sécurisent l'enfant et mettent l'enfant à l'abri. Mais l'enfant de l'Est aujourd'hui, on a l'impression que, est-ce qu'il a été abandonné? Est-ce qu'il ne mérite pas cette protection pour son meilleur avenir? Alors, si pour moi les trois éléments sont mis en œuvre, eh bien, la sécurité des infrastructures, ça va être un problème qui va aller de soi. C'est fondamental ce que Johnson Ishara a évoqué tout à l'heure. Il faudrait que les historiens s'asseyent et écrivent l'histoire qu'il faudrait enseigner à nos enfants pour qu'ils comprennent bien la République démocratique du Congo et les défis auxquels il est confronté. Professeur Kitaganya, vous parliez tout à l'heure du niveau de l'enseignement qui a baissé. Est-ce qu'il faut parler de cette éducation dans un environnement où il y a crépitement de balles tout le temps? On en parle quand même. Je vais vous poser la question de savoir comment s'organisent les tests officiels dans ces zones occupées. Est-ce que le lien est maintenu? ENAFEP, ça s'appelle encore comment? TENAFEP ou ENAFEP, TENASOSP, examen d'État.
Comment ça s'organise dans ces milieux-là? Les résultats viennent de Kinshasa. Disons, les tests viennent de Kinshasa. Comment on organise les retours des items à Kinshasa, la publication des résultats? Comment ça se passe un peu si vous avez des informations? Et quelle est la crédibilité justement de ces résultats et l'état de ces enfants qui travaillent, qui font des tests au même titre que ceux qui sont à Kinshasa, qui vivent dans un environnement plus ou moins paisible, et eux qui sont dans cet environnement-là avec crépitement de balles presque à chaque bout de sang, à tout bout de champ. Merci, messieurs les journalistes. Avant que je ne réagisse à votre préoccupation, je partirai d'un constat. Après m'avoir écouté du fond de moi-même, après avoir écouté mes deux co-débatteurs, et après avoir écouté comment vous nous introduisez, je me pose une petite question. Est-ce que cette thématique est vraiment à la haine? Est-ce que c'est le bon moment de discuter ou de parler, échanger sur la question d'éducation à Goma, à Bukavu, dans toutes ces... Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Pourquoi? Voyez-vous, quand quelqu'un dit il faut d'abord que ces partis soient libérés, ne pensez-vous pas que c'est mieux de parler de l'éducation peut-être dans des conditions post-conflit, dans des conditions post-guerre, et là peut-être on aurait encore plus d'éléments. Sinon, en m'inspirant de la guerre du CNDP, je me rappelle bien, j'avais écrit un petit livre intitulé « Paix et sécurité ». Deux points. Fondement d'un développement durable. Et donc, je voudrais démontrer qu'on ne peut pas parler d'un développement quelconque, là où il n'y a ni paix ni sécurité. Et maintenant, je pense que je peux écrire même un petit livre intitulé « Paix et sécurité, conditions, c'est pas au fondement d'une éducation ». Comment là où il n'y a pas la paix, comment là où il n'y a pas la sécurité, on peut parler de l'éducation. Et en m'inspirant d'un grand penseur, Thomas d'Aquin, il disait avant de prêcher quelqu'un, il faut lui donner à manger. C'est encore une autre question. Alors, l'apport du gouvernement par rapport à l'éducation dans ces zones occupées, est-ce que vraiment, Madame la ministre d'État, Monsieur le porte-parole du gouvernement, est-ce que leurs paroles tiennent compte de la réalité? Parce que le gouvernement n'a plus un pouvoir dans ces zones occupées. Oui, mais le ministre l'a dit tout à l'heure, chaque début de conseil des ministres, les trois ministres qu'il a cités, il a parlé du ministre de la Défense, le VPM de la Défense, il a parlé du ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé. Il commence essentiellement sur les questions dans l'Est du pays. Mais il a ajouté, ils doivent continuer à parler de ça parce que les enseignants qui sont à Goma, qui sont à Bukavu et partout ailleurs, continuent à être payés par le gouvernement de la République. C'est là où je devrais effectivement citer. Oui. En fait, celui qui fait la loi dans ces zones occupées, ce n'est pas Kinshasa, c'est Kigali. Oui. À moins que je me trompe. Et pour votre information, on a même commencé à changer certains dirigeants dans certains établissements. Au moins. Alors, si vraiment pour peut-être vous satisfaire, je ne sais pas si... Non, mais c'est ce que vous dites là est très important. Oui. Parce que on est en train de changer des chefs d'établissement dans certains milieux. On a aussi appris qu'on a obligé à certaines écoles de vider les effigies du président de la République pour placer les effigies de ces sous-fifres de Kigali. Heureusement que vous êtes informés. Heureusement que vous êtes informés. Je pense que nous risquons de faire un mélange qui ignorerait son nom. Moi qui vous parle, avant que Goma ne tombe, je disais que c'est mieux que les rebelles nous retrouvent au boulot. C'est des petites questions que je vais poser. Parce que l'université de Goma, Cité Mugunga, nous avions souffert plus d'une année. Donc vous êtes dans l'auditoire, d'un coup il y a les bombes qui tombent juste à côté des auditoires.
Et les étudiantes et les étudiants étaient obligés de crier, de sursauter, de fuir. Et ce n'est même pas de là où il y a l'établissement du cinquantenaire. Donc, nous avions vécu longtemps dans un état de psychose qui ne permettait pas, en réalité, d'être, comment dirais-je, d'être attentif, d'être réflexif, d'être réceptif, même dans l'auditoire. Moi, j'ai l'impression qu'on fait semblant d'étudier. Mais en réalité, pour bien étudier, on doit réunir certains éléments. Alors, par rapport à votre petite question, je sais que les élèves au primaire, ils ont passé leurs examens. Il paraît qu'on avait utilisé la MONUSCO pour déplacer les examens de Kinshasa, même pour les ex-États. Kinshasa, Goma, Kinshasa, Bukavu et consorts. Une fois là-bas, qui contrôle? Ce n'est plus Kinshasa. Une fois là-bas. Et donc, c'est comme si c'est deux pouvoirs dans un même territoire et ça crée un désordre. Moi qui suis au niveau de l'ESI, enseignement supérieur universitaire, aujourd'hui on rajoute recherche et innovation. Alors, chaque année, Kinshasa devait déployer une commission de scolarité pour vérifier qui devons-nous diplômer. C'est Kinshasa qui s'est déplacé et vérifié, surtout les finalistes. Donc les gens qui sont au niveau du premier cycle, donc la L3 aujourd'hui, et les gens qui étaient en L2, ancien système. On devait faire le contrôle. Et il y a une part de quotité. Même il y a une part sur les frais des inscriptions qu'on devait donner. Cette année, on a donné qui? M23 AFC. Est-ce que M23 AFC donnera les diplômes, donnera les certificats d'études primaires et consorts? Donc moi, je pense que la priorité des priorités, avant de parler quoi que ce soit, et je suis d'accord avec celui qui disait, il faut d'abord libérer. Je pense qu'on devait canaliser toutes nos énergies, pas en parlant de ceci, pas en parlant de cela. Moi, c'est, disons, la priorité des priorités, c'est de dire, libérons d'abord ces partis, parlons de l'éducation après, parlons de ceci après, parce qu'il est très difficile, messieurs les journalistes, et je le répète encore, parler de l'éducation, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours les crépitements de balles dans certains endroits. Même quand vous parlez de la ville de Goma. Moi, je n'ai jamais été d'accord en disant qu'elle est sous contrôle, pas à 100%. La ville de Bukavu, elle n'est pas à 100% sous contrôle des rebelles. La preuve en est qu'il y a de ces endroits où les rebelles ne mettent pas pied, dans des villes. Parce qu'il y a justement la contre-force. À côté, il y a toujours des contre-forces. Et donc, moi, je me dis, c'est bon bien quand nous voyons notre gouvernement avoir ces soucis. Et c'est vraiment très fondamental. Parce que le gouvernement pouvait dire non, non, comme les gens là sont encore travaillent avec les rebelles, on coupe même. Oh, ils pouvaient. Et comme les banques ne fonctionnent pas, en tout cas, j'ai beaucoup admiré les soucis qu'habitent les gouvernements congolais, parce que jusqu'aujourd'hui, on pense à ceux qui sont là. Mais vous avez compris ce que le co-débatteur a dit. Kinshasa vous envoie $100 officiellement, mais vous allez retirer en francs. Quand vous arrivez à Goma, même $60, c'est beaucoup. Et donc, ça bénéficie à quoi? Parce qu'au-delà, la guerre que nous sommes en train de subir, bon, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est une guerre d'abord qui viserait les espaces. Le Rwanda est trop petit. Les Tutsis, c'est un peuple élevé. Ils n'ont pas les espaces pour leurs vaches. Et par conséquent, il faut venir chercher les espaces au Congo. Les Blancs qui ont besoin de minerais, les Rwandais n'en ont pas. Il faut maintenant qu'ils passent par les Rwandais pour accéder à nos minerais. Et comme tel, on peut maintenant parler aussi d'une guerre économique. Pourquoi une guerre économique? Il y a la surtaxation à Goma. La population se plaint, mais elle ne sait pas comment. Donc, elle se plaint, dit mais aujourd'hui à Goma, trouver à manger c'est très difficile. La nourriture est là au marché, mais aujourd'hui même avoir 5 000, c'est tout un problème. Comment vous allez envoyer à l'école un enfant qui n'a pas mangé? Et puis, auquel on demande les frais scolaires. Les frais scolaires. Donc c'est vraiment très complexe. Pour les chrétiens, prions le bon Dieu.
Mais ici à Kinshasa, on exagère. On ne sait même plus si c'est vraiment des prières. Parce que les prières qui ne tiennent pas compte aussi des attentes de la population congolaise. Continuons à conjuguer nos efforts. Voyons voir si d'ici 2 jours, 1 semaine, toutes ces parties, si elles peuvent être libérées définitivement. En tout cas, la thématique aura sa place. Merci, professeur Tiganya, pour cet appel au réalisme. Il faudrait absolument libérer ces parties sous occupation de la brigade avancée du Rwanda que l'on appelle AFCM 23. Johnson a été assez pragmatique et c'est très fondamental ce qu'il a dit. Il faudrait en tout cas que les historiens se retrouvent et réfléchissent sur le contenu du cours de l'histoire que l'on doit enseigner dans nos écoles, mais aussi le cours de l'SM. Nikes Kibelbel est revenu sur cette souffrance imposée aux enseignants, sur l'argent que le gouvernement, le salaire que le gouvernement de la République leur envoie. Et parce que nous sommes en train de terminer, nous allons revenir sur ce message du président de la République aux jeunes de Goma et de Bukavu. J'ai dit que c'était un message subliminal parce qu'il va au très fond. Les jeunes de Bukavu, de Rutshuru, de Calais entendent le message du président de la République. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Le message est donc passé. Le président de la République le dit chaque fois qu'il en a l'occasion. Et chaque Congolais, en ce qu'il fait, partout où il se trouve, devrait faire en sorte que ce message parvienne aux populations des parties occupées par cette brigade avancée du Rwanda. Et la radio-télévision nationale congolaise fait ce qu'elle doit faire, justement, avec Kivu Nabiso. C'était donc un plaisir d'avoir reçu sur ce plateau le professeur Kitaganya, professeur à l'université de Goma, déplacé de guerre, et Johnson Ishara, ici avec nous. Ils étaient accompagnés par Nikes Kibelbel. Au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision.